Comment gérer son argent le jour de paie? Le jour de paie est arrivé. Pour beaucoup, c'est le meilleur jour du mois. C'est le moment où le compte en banque semble à nouveau respirer. Mais ce sentiment d'avoir de l'argent s'accompagne aussi d'une responsabilité. Que faire maintenant que le chèque de paie est arrivé à échéance? La décision que vous prenez à ce moment précis peut avoir un impact sur l'ensemble du mois. Et, si elle est bien réfléchie, peut changer votre avenir financier. Je sais qu'il est facile de succomber à la tentation de tout dépenser en même temps. Ce nouveau gadget, ces vêtements, ce dîner au restaurant. Cela donne envie, n'est-ce pas? Mais calmez-vous. Avant de commencer à dépenser, respirez profondément et suivez-moi. Je vais vous montrer une méthode simple en 5 conseils pour organiser votre argent de manière pratique, sans avoir besoin de feuilles de calcul compliquées ni d'y consacrer des heures de votre journée. Apprenons ensemble à prendre des décisions financières intelligentes, afin que votre argent travaille pour vous, et non l'inverse. Phase 1. Cartographie de vos revenus. La première chose à faire est de savoir exactement combien d'argent vous recevez sur votre compte chaque mois. Cela peut sembler évident, mais vous seriez surpris de voir combien de personnes ne font pas ce calcul correctement ou complètement. En fait, il ne s'agit pas seulement de votre salaire. Nous avons souvent d'autres sources de revenus qui s'ajoutent à nos gains mensuels. Par exemple, si vous faites quelque chose de plus le week-end, si vous travaillez en freelance pendant votre temps libre, ou même si vous avez un investissement qui génère un petit revenu mensuel, tout cela compte comme une partie de votre revenu. Voici un exemple simple. Si vous travaillez à temps plein et gagnez 3 000 $ par mois, mais que vous faites des petits boulots le week-end et gagnez 500 $ de plus, votre revenu mensuel est en réalité de 3 500 $. En outre, il est essentiel de connaître la valeur nette de vos revenus. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit du montant qui entre réellement dans votre compte, après que le gouvernement a prélevé sa part d'impôts et d'autres contributions. Si vous travaillez, ce montant est déjà déduit de votre salaire. Vous n'avez donc qu'à consulter votre relevé pour voir ce qui est entré sur votre compte. Mais si vous êtes freelance ou indépendant, vous devez calculer ce montant, étant donné qu'une partie de vos revenus doit être mise de côté pour payer les impôts plus tard. Imaginons que vous ayez effectué un travail en freelance et que vous ayez reçu 1 000 $. Cela semble bien, n'est-ce pas? Mais si vous devez payer 10% d'impôts sur ce montant, votre revenu net sera en réalité de 900 $. Calculez toujours en gardant à l'esprit le montant net afin de ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Phase 2. Répartir les dépenses en 3 catégories. Maintenant que vous savez exactement combien vous gagnez, il est temps de prévoir comment dépenser cet argent de manière stratégique. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. La clé de l'organisation de vos finances consiste à diviser vos dépenses en 3 catégories principales: l'essentiel, les plaisirs et l'avenir. Voyons ce que signifie chacune de ces catégories. 1. L'essentiel. Les dépenses essentielles sont celles qui, comme leur nom l'indique, sont indispensables à la vie. On ne peut y échapper. Il s'agit ici du logement, de l'alimentation, des transports, de la santé, des factures d'électricité, d'eau et d'Internet, et, si vous en avez, des frais de scolarité de vos enfants, par exemple. Ce sont les dépenses que vous devez assumer chaque mois, qu'il pleuve ou qu'il vente. Un conseil important: lorsque vous dressez la liste de vos dépenses essentielles, soyez aussi réaliste que possible. Il arrive que l'on sous-estime ses dépenses quotidiennes et que l'on finisse par engloutir une grande partie de son budget sans s'en rendre compte. Prenez vos relevés bancaires des derniers mois et voyez combien vous dépensez réellement dans chacun de ces domaines. Une erreur fréquente consiste à sous-estimer le coût des repas au restaurant, par exemple. Ce café quotidien peut sembler anodin, mais à la fin du mois, il peut avoir englouti une bonne partie de votre budget. 2. Les plaisirs. Il n'y a pas que le paiement des factures dans la vie, n'est-ce pas? La catégorie « plaisir » existe précisément pour que vous puissiez profiter du présent sans culpabilité. Il s'agit des dépenses qui rendent votre vie plus agréable et plus confortable,
mais qui ne sont pas nécessairement essentiels à votre survie. Il s'agit des loisirs, des divertissements, des achats de vêtements, des sorties au restaurant, des abonnements à des services de diffusion en continu tels que Netflix et Spotify, et des passe-temps. Mais attention, il est facile de laisser cette catégorie échapper à tout contrôle. Un bon exemple est cet abonnement à un service de streaming que vous utilisez à peine mais que vous payez chaque mois. Vous en profitez, mais cela en vaut-il la peine? C'est le moment de faire une analyse critique et de définir des priorités. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour votre qualité de vie? Et qu'est-ce qui ne fait qu'engloutir votre argent sans que vous vous en rendiez compte? 3. Votre avenir. Et enfin, mais certainement pas le moindre, nous avons votre avenir. Cette catégorie est consacrée à l'épargne et aux investissements, c'est-à-dire à tout ce que vous mettez de côté pour vous assurer que votre « moi futur » est bien pris en charge. Cela peut aller de la constitution d'une réserve d'urgence à l'investissement pour la retraite ou d'autres objectifs à long terme. La règle d'or s'applique ici. Payez-vous d'abord. Au lieu d'attendre la fin du mois pour épargner, spoiler, il n'en reste presque jamais, mettez un montant de côté dès que l'argent arrive sur votre compte. Vous donnez ainsi la priorité à vos objectifs à long terme et prenez l'habitude d'épargner. Règle des 50-30-20. Une bonne façon de répartir l'argent entre ces trois catégories est de suivre la fameuse règle 50-30-20. Selon cette règle, 50% de votre revenu net va à l'essentiel, 30% au plaisir, 20% pour votre avenir. Mais n'oubliez pas que cette règle est un point de départ, pas une loi immuable. Peut-être que vos dépenses essentielles représentent plus de 50% de vos revenus, ou peut-être que vous voulez être plus agressif avec votre épargne et mettre de côté 25% pour votre avenir. Ajustez les pourcentages en fonction de votre réalité, mais gardez toujours un équilibre. Par exemple, supposons que votre revenu mensuel net soit de 3 000 $. En appliquant la règle 50-30-20, vous disposeriez de 1 500 $ pour les dépenses essentielles, 900 $ pour les plaisirs et 600 $ pour épargner et investir dans votre avenir. Phase 3. Organisation et automatisation. Maintenant que vous savez où va votre argent, parlons de l'importance d'organiser et d'automatiser vos paiements. En automatisant vos paiements, vous vous protégez contre l'un des plus grands ennemis de la gestion financière, l'oubli. Vous voulez voir comment cela fonctionne? Pensons aux dépenses essentielles telles que le loyer, l'électricité et les factures d'eau. Au lieu de compter sur votre mémoire pour payer ces factures chaque mois, mettez en place le prélèvement automatique. Vous éliminez ainsi le risque de retard ou d'oubli et évitez de payer des intérêts et des amendes en cas de retard de paiement. Il en va de même pour vos virements d'épargne. Un exemple concret. Dès que vous recevez votre salaire, programmez un virement automatique vers votre compte d'épargne ou d'investissement. Il peut s'agir de 200 $, de 500 $, peu importe. L'important est que ce transfert se fasse automatiquement dès le début du mois pour que vous ne le manquiez pas. L'avantage d'automatiser vos paiements et transferts est que vous n'avez pas à compter sur votre volonté. Nous savons en effet que, dans le feu de l'action, la tentation de dépenser peut être grande. Lorsque le processus est déjà automatisé, vous éliminez le risque de vous saboter. Phase 4. Suivi et ajustement. Maintenant que vous avez tout organisé et automatisé autant que possible, il est temps de contrôler les résultats et de procéder aux ajustements nécessaires. C'est là qu'intervient l'une des parties les plus importantes de la gestion financière, le bilan mensuel. À la fin de chaque mois, prenez le temps de vous asseoir et d'examiner vos dépenses. Comparez ce que vous aviez prévu et ce que vous avez réellement dépensé. Cela vous aidera à comprendre si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devez faire des ajustements. Vous avez dépensé plus que prévu dans la région de Prazeres? Il est peut-être temps de revoir certains choix. En revanche, si vous avez dépensé moins que prévu, c'est peut-être l'occasion d'économiser davantage. Voici un exemple simple. Disons que vous aviez prévu de dépenser 1 500 $ pour vos dépenses essentielles,
mais que vous avez finalement dépensé 1600 $. Cette augmentation était-elle inévitable, comme une facture d'électricité plus élevée que prévu? Ou bien avez-vous dépensé plus pour quelque chose que vous auriez pu contrôler? Cette analyse est fondamentale pour ajuster vos attentes et votre budget pour le mois suivant. L'idée n'est pas de vous reprocher de ne pas avoir respecté le plan, mais d'en tirer les leçons et de faire mieux le mois suivant. La gestion financière est un parcours, et chaque mois est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Phase 5. Se protéger contre les événements imprévus. Enfin, nous arrivons à la dernière phase. Se protéger contre les événements imprévus. Les urgences surviennent et peuvent souvent déstabiliser l'ensemble de votre vie financière si vous n'y êtes pas préparé. C'est pourquoi il est essentiel de créer un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence est un montant que vous mettez de côté exclusivement pour faire face à des situations imprévues, telles qu'un licenciement, un problème de santé ou même des travaux de rénovation urgents. Idéalement, ce fonds devrait couvrir 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Reprenons l'exemple d'un revenu net de 3000 BRL. Si vos dépenses essentielles s'élèvent à 1500 $ par mois, votre fonds d'urgence devrait se situer entre 4500 et 9000 $. Cela semble beaucoup, je sais, mais commencez lentement. L'important est de constituer ce fonds petit à petit, chaque mois, jusqu'à ce que vous atteigniez un montant qui vous donne de la sécurité. Autre conseil, gardez cet argent sur un compte séparé. Vous éviterez ainsi de le dépenser à d'autres fins. Le fonds d'urgence est votre filet de sécurité, et vous ne devez l'utiliser que si vous en avez vraiment besoin. La clé de la réussite financière est la constance. Il ne s'agit pas d'être parfait tout le temps, mais de faire des ajustements et de s'améliorer un peu chaque mois. N'oubliez pas que chaque mesure que vous prenez aujourd'hui, aussi petite soit-elle, est un pas vers votre liberté financière. Et lorsque vous apprenez à équilibrer les dépenses du présent et les projets d'avenir, vous transformez votre relation avec l'argent. Alors, la prochaine fois que votre chèque de paie arrivera sur votre compte, respirez profondément. Suivez ces 5 conseils et voyez votre vie financière se transformer.